Bienvenue sur Capital Santé. Le CHUK, c'est le plus grand hôpital du pays. Et comme hôpital universitaire et qui a comme mission de soigner les malades, donner des soins aux patients qui viennent des hôpitaux de district et les gens qui viennent d'eux-mêmes. Et donc, nous donnons des soins de santé qui doivent être de haute qualité, au niveau de 3e niveau. Et notre mission de l'hôpital universitaire, c'est d'enseigner et de faire la recherche. Et puis la 3e mission, c'est de superviser les hôpitaux de district. Comme vous le savez, et les jeunes qui terminent leur médecine générale, ou alors les infirmières et les professionnels de santé, mais qui sont des paramédicaux, comme on dit en français, quand ils terminent, ils ont les connaissances, mais généralement, ils n'ont pas la main. Et donc, pour leur donner une expérience pour obtenir la capacité de bien prester à leur niveau, nous devons descendre plus bas, superviser là où ils sont en train de travailler, voir comment ils travaillent et les aider à acquérir une nouvelle expérience et développer leur capacité de prester des soins de qualité. Et le CHUK donc fait partie des hôpitaux d'enseignement parce que nous avons d'autres hôpitaux universitaires. Nous avons au sud du pays un hôpital universitaire de Butare, donc au CHUB. Nous avons ici à Kigali l'hôpital donc le CHUK et l'hôpital militaire et donc qu'on appelle Rwanda Military Hospital et le Roi Faisal. Le Roi Faisal, c'est un hôpital qui est privé, qui est semi-privé, mais qui est un hôpital d'enseignement aussi. Et là, c'est un hôpital qui est privé et qui donne des soins de qualité aussi, mais parfois, à cet hôpital-là, nous recevons parfois des missions ou bien alors des soins des subspécialités qui n'existaient pas peut-être à notre niveau. Et là, nous transférons des patients qui ne peuvent pas être soignés ici, mais qui nécessitent des soins dans les sous-spécialités, notamment la chirurgie cardiaque, parce qu'il y a des missions qui viennent et qui opèrent, qui font la chirurgie cardiaque, donc à l'hôpital Roi Faisal, parce que là-bas, il y a des équipements appropriés dont nous ne disposons pas à notre niveau. Mais ces sous-spécialités, donc les patients en bénéficient et donc quand on les transfère dans ces hôpitaux. Et donc le CHUK est dans sa plateforme d'hôpitaux universitaires et étant le plus grand hôpital, c'est l'hôpital qui reçoit la plus grande partie des patients qui viennent transférés à partir des hôpitaux, d'autres hôpitaux de référence et qui se trouvent dans le pays, les hôpitaux de province et les hôpitaux de district. C'est un hôpital aussi, et comme hôpital d'enseignement, c'est un hôpital qui a une capacité sur le plan staffing
nous avons autour de 450 infirmières et infirmiers. Nous avons autour d'une centaine de midwives et nous avons aussi des paramédicaux autour d'une centaine ou 150. Mais aussi, nous avons des médecins spécialistes. Nous avons 110 ou 115 médecins spécialistes dans les différents domaines. Et nous avons aussi, au niveau de l'administration, une centaine de staff pour le support. Donc, pour la logistique, les finances, le procurement, etc. Et donc, tout l'hôpital, nous comptons à peu près 850 ou 870 ou 70. Nous avons autour de 870 personnels, et donc toutes catégories confondues. À part aussi les gens de soutien pour l'hygiène de l'hôpital, la sécurité, etc. Mais cela, c'est des compagnies nous contractons avec eux et nous payons ces compagnies pour les services qu'ils prestent au sein de l'hôpital. Et autre chose que je peux ajouter, donc nous avons dans différents départements, donc nous avons plusieurs départements à l'hôpital, et comme hôpital d'enseignement, nous avons aussi des résidents. Nous avons des résidents qui sont dans 9 spécialités ou 10, notamment la médecine interne, la chirurgie, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie, la santé mentale. Nous avons aussi qui forment des psychiatres et des psychologues cliniciens. Nous avons aussi les urgences, accidents et les urgences. Nous avons aussi ce qu'on appelle critical care, ICU. Nous avons aussi la radiologie, nous avons le laboratoire, nous avons des résidents aussi pour l'anatomie pathologie, donc le laboratoire. Nous avons des spécialités aussi dans nous avons des sous-spécialités en chirurgie surtout. C'est là où on est très avancé, où nous avons des résidents en chirurgie pédiatrique, en urologie, en chirurgie générale, en orthopédie, en neurochirurgie. Et donc, nous avons ces différentes sous-spécialités au niveau de la chirurgie. Et donc, nous avons des résidents qui font des rotations dans ces 4 hôpitaux universitaires. Et c'est nous qui recevons le maximum de résidents qui tournent dans ces différentes spécialités. Nous avons, à chaque rotation, nous avons autour de 120 résidents, et donc qui travaillent à l'hôpital. En même temps, ils sont formés. Et aussi, ça constitue un potentiel pour les soins des patients aussi, parce qu'ils sont inclus dans les prestataires de soins au sein de l'hôpital. Et concernant les pathologies que nous rencontrons, nous avons certains domaines où vraiment nous avons beaucoup de malades, notamment en chirurgie, donc les malades en orthopédie, surtout les accidents d'horloge. Et là, nous avons une grande affluence de patients qui ont des problèmes d'accidents. Et comme vous savez, les chirurgiens orthopédistes ne sont pas très nombreux. Et nous en avons ici, donc dans les 4 hôpitaux, mais donc que ce soit ici, au CHUB et au CHUK, à l'hôpital militaire et à Roi Faisal. Et donc c'est là où l'on trouve des orthopédistes. Dans les districts, il n'y a pas d'orthopédistes, sauf dans certains hôpitaux qui sont au nombre peut-être de 3 ou 4. Mais ailleurs,
on ne trouve pas d'orthopédistes à ces endroits. Et ce qui fait que tout le monde, donc les accidentés, ils viennent au niveau des hôpitaux de référence, donc dans les hôpitaux universitaires. Mais il y a certains hôpitaux provinciaux ou d'autres référents qui ont des orthopédistes comme au nord du pays, donc à Ruhengeri, donc à l'hôpital de référence de Ruhengeri. Nous avons aussi à Kibogora, et au sud-ouest, et nous avons je pense, et aussi au centre, à l'hôpital de Kabouaï. Donc c'est dans 3 ou 4 hôpitaux où on peut avoir des orthopédistes à l'intérieur du pays. Mais les autres orthopédistes, donc, ils sont basés dans les hôpitaux universitaires. Donc, vous comprendrez très bien que la plupart des patients accidentés, donc, ils sont référés dans nos hôpitaux universitaires. Et nous recevons aussi, donc, il y a l'orthopédie, nous avons aussi l'urologie, et donc, c'est nous qui recevons la majorité des cas d'urologie. La chirurgie pédiatrique, là aussi, la chirurgie pédiatrique, c'est au CHUK où on trouve, donc nous avons 2 chirurgiens pédiatriques. Il y en a un autre qui est à Roi Faisal et c'est tout. Donc les autres sont des résidents qui sont dans un programme de formation et la formation se fait essentiellement ici au CHUK. Et après la chirurgie orthopédique, donc l'orthopédie, la chirurgie pédiatrique, l'urologie, et nous pouvons parler aussi de la chirurgie générale, mais surtout focaliser sur la chirurgie laparoscopique. C'est une spécialité de chirurgie générale, mais on a trouvé qu'il y avait une déficience au niveau du curriculum où les chirurgiens généraux étaient formés, mais la chirurgie laparoscopique n'était pas vraiment très active dans le pays. Mais maintenant qu'on a commencé avec le programme ARES, nous avons pu depuis 4-5 ans, depuis 4 ans, nous avons pu développer cette chirurgie générale, donc la MAS, qui est fonctionnaire maintenant dans le pays et où nous avons formé déjà des chirurgiens, que ce soit en chirurgie générale, que ce soit en urologie et en gynéco-obstétrique. Nous avons maintenant des chirurgiens ou des gynécologues qui font de la chirurgie laparoscopique. Donc elle est développée ici au CHUK et à Roi Faisal. Et c'est surtout ici au CHUK et à Roi Faisal, donc dans tout le pays. Donc il y a des chirurgiens qui viennent de Roi Faisal, qui viennent de l'hôpital de Rwanda Military Hospital, et King Faisal, et ils sont formés ici au CHUK parce que c'est là où on trouve, c'est vraiment le point focal de cette chirurgie. Et à part ça aussi, nous avons aussi la gastro-entérologie qu'on a développée parce que nous avons déjà 5 gastro-entérologues qui font de la gastro-entérologie générale, diagnostique, mais l'interventionnel n'est pas très développé jusque quelques années avant, où nous avons pu avoir, avec le développement du projet ARES et aussi le projet qui est initié par le ministère de la Santé pour la formation de la gastro-entérologie interventionnelle, où elle commence à être développée à Roi Faisal et ici au CHUK. Qui a été construit en 1918, où ça a commencé comme centre de santé avec la maternité que vous avez vue. Et puis après, on a continué à ajouter avec donc c'était avec du temps de la colonisation belge. Et ils ont continué à mettre quelques bâtiments, ajouter des bâtiments au fur des années. Et ça a été un hôpital en 1964, CHK.
centre hospitalier de Kigali, et pour devenir un centre hospitalier universitaire de Kigali en 2000. Donc, c'est depuis 2000 que le centre hospitalier universitaire de Kigali existe. Donc, avant, il y avait un seul hôpital universitaire qui était attaché à la faculté de médecine, et donc à Butare. C'est là où se trouvait l'université du Rwanda. Donc, et il y avait un seul hôpital universitaire, donc de Butare, où les étudiants faisaient la rotation. Et à ce moment-là, c'était l'undergraduate only seulement, et le postgraduate n'existait pas. La formation des spécialistes au Rwanda a débuté en 2005. Donc, comme vous allez bien le comprendre, jusqu'en 1994, au moment du génocide perpétré contre les Tutsis, il y avait cette université du Rwanda avec un seul hôpital, mais on formait des médecins généralistes seulement. Et alors, en 2005, c'est là où on a commencé. Après, jusqu'en 1994, tout le système était effondré comme dans tous les systèmes du pays. Et on a commencé à former encore les médecins généralistes, les infirmières, les sages-femmes, etc., les laborantins, etc., parce qu'il y en avait un très petit nombre qui restait. Et en 2005, on avait déjà un pool suffisant de médecins généralistes, d'infirmiers, infirmières et des sages-femmes. Et à ce moment-là, le gouvernement rwandais a pensé à former, cette fois-ci sur place, les résidents, donc les spécialistes sur place. Parce que on avait, à ce moment-là, jusqu'en 2005, on avait envoyé pas mal de médecins généralistes à l'étranger pour faire la spécialité. Mais on avait remarqué qu'il en revenait peut-être 30 à 40%. Et alors on a décidé, là, ça ne peut pas marcher. Il faut former les gens sur place. Et comme ça, on pourra avoir des médecins spécialistes sur place. Parce que ceux qui partaient, ils trouvaient d'autres avantages à l'extérieur et restaient là-bas. Et donc, à peu près 50% revenaient et 50 autres restaient. Alors on a décidé de former tout le monde, donc des grandes spécialités, sur place. Donc c'est comme ça qu'on a pu avoir des spécialistes dans le pays et le programme continue depuis une quinzaine d'années et ça donne de très bons résultats. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça le CHUK en général, mais aussi l'hôpital universitaire au Rwanda. L'histoire commence donc il y a 4 ans à peu près. Et à ce moment-là, il y avait le professeur Jacob et le professeur Léon Mutesa, qui est un médecin généticien. Et ils avaient, le professeur Jacob, il travaillait à l'université du Rwanda. Mais il travaillait aussi avec le professeur Mutesa parce que il voyait dans cela, il faisait des projets. Et il faisait des applications pour Grant. Et en même temps, à ce moment-là, ils ont proposé ce projet, ARES, parce que le professeur Jacob avait eu un projet similaire au Cameroun. Et un jour où, comme vous le savez, notre président il organise des Rwanda Day, des journées du Rwanda, je ne sais pas comment le dire, mais dans les différents pays donc, du monde où se trouvent les Rwandais. Et maintenant, il se trouve que c'est l'autre Rwanda à l'extérieur, donc de la diaspora. Et donc, il va là-bas, on organise Rwanda Day et il fait des échanges avec les Rwandais qui se trouvent à l'extérieur
pour leur dire que, en fait, ils sont là-bas parce que le Rwanda est ouvert. On n'est pas bloqué au Rwanda. On ne peut pas travailler au Rwanda seulement et se faire une vie. Mais si vous avez une opportunité, vous pouvez aller n'importe où. Mais il faut toujours ne pas oublier que vous êtes Rwandais. C'est l'identité d'abord que vous devez amener à l'étranger. Et quand vous êtes là, vous êtes Rwandais. Et en retour, vous devez savoir que vous avez laissé votre maman, votre papa, votre frère, votre cousin. Et à ce moment-là, si vous gagnez de l'argent ou si vous gagnez votre vie, il faut aussi revenir et, en tant que Rwandais pour investir tant soit peu dans votre pays comme Rwandais. Et vous devez garder cette identité de Rwandais où que vous soyez. Que vous soyez en Australie, que vous soyez aux Philippines, que vous soyez en Chine, au Japon, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Afrique de l'Ouest. Partout où vous êtes Rwandais d'abord. Et vous travaillez là où vous êtes, vous cherchez votre vie, mais il faut toujours savoir que vous devez investir chez vous. Parce que quand vous êtes là, quand vous envoyez $500 à votre cousin, ça fait partie du développement de notre pays. Donc c'était ça l'objectif. Donc c'est ça l'objectif de Rwanda Day. Et aussi être l'ambassadeur du Rwanda là où vous êtes, parce que vous portez ce flambeau de Rwandais à l'extérieur. Donc c'est ça le plus important. Alors au moment où il était en Belgique, au cours d'un Rwanda Day, il y a le professeur Jacob qui a dit « Moi, je voudrais venir au Rwanda avec un projet. » Et alors le président lui a dit « Mais qu'est-ce que vous attendez? Il faut venir. Parce que vous allez à l'extérieur, mais aussi vous devez chercher des partenaires. » Et lui, à travers ce partenariat, parce qu'il était déjà au Rwanda, il avait vu qu'avec le professeur Léon Mutesa, le généticien, qu'il pouvait faire quelque chose dans le développement de la qualité des soins au Rwanda. C'est comme ça que ARES va avoir le jour donc, au Rwanda. Et donc, ils ont gagné le grant et ils sont venus au Rwanda. Donc, ils ont présenté ça au ministre de la Santé et qui a pris ça vraiment avec un bras ouvert, très au sérieux. Le ministre leur a dit, mais écoutez, l'hôpital universitaire de Kigali, c'est là où vous devez travailler. Et puis, nous avons organisé une rencontre. Nous avons parlé avec le professeur Jacob et Léon Mutesa. Alors, je leur ai dit, écoutez, c'est une très bonne chose. Nous avons développé la chirurgie, mais il nous manque la chirurgie laparoscopique. Et on avait fait de la chirurgie laparoscopique depuis plusieurs années. Je me rappelle que la première chirurgie laparoscopique avait eu lieu en 1997 avec le professeur Ouben. Il était venu, il avait commencé à ce moment-là avec la coopération belge et la coopération technique belge. On avait amené une colonne et puis du matériel. Et puis il venait à mission. Il a travaillé avec deux médecins qui étaient ici. Et puis il est reparti. Et donc, après son départ, les médecins qui avaient déjà commencé à s'entraîner à la chirurgie laparoscopique, ils ont commencé à faire quelques cas, mais ça se limitait uniquement à la cholécystectomie laparoscopique. C'est tout, depuis plusieurs années. Et d'autres qui venaient, c'était toujours la même chose. Mais à ce moment-là, moi j'ai dit, dans le curriculum universitaire de médecine, de chirurgie générale, on ne voit pas la chirurgie laparoscopique, alors qu'elle est développée ailleurs. Il y a quelques médecins qui font ça, mais ils le font à un stade préliminaire, si je peux dire. Donc, ce n'était pas suffisant. Et donc, c'était vraiment l'occasion de développer ça. Alors, on a mis en place quelque chose comme ça.
Et à ce moment-là même, il y avait le professeur Maresco qui avait un projet. Il avait contacté le ministre de la Santé avec son projet IRCAD. IRCAD, c'est un projet de formation, de centre de formation en chirurgie, donc en mini-invasive et en chirurgie robotique, mais aussi en utilisant ce qu'on appelle le développement de la chirurgie, c'est l'intelligence artificielle. Mais à ce moment-là, donc, il était déjà très loin avec les négociations avec les autorités du pays. Alors le ministre, à ce moment-là, il a invité en réunion et le professeur Maresco était sur place. Et alors j'ai dit au ministre, mais aussi il y a ARES qui sont là, donc il y a le professeur Jacob et le professeur Léon. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait incompatibilité à les rencontrer en même temps. Le ministre, donc, il a dit, mais ça c'est correct. Donc, comme ils ont commencé, je pense qu'on peut déjà faire une réunion ensemble et voir comment on peut gérer ça en même temps. Et le professeur Jacob, il avait certaines réticences en disant, mais écoutez, IRCAD, c'est quelque chose de très grand et nous faisons... Alors je lui dis... Et au cours de la réunion, je suis intervenu. Alors j'ai dit, écoutez, de toutes les façons, que ce soit ARES et IRCAD, vous pouvez être complémentaires. IRCAD c'est un centre de formation. C'est grand. C'est IRCAD Africa, donc où on doit avoir des gens qui viennent et des étudiants qui viennent en même temps, mais qui viennent de l'extérieur, parce qu'ici au Rwanda, on n'a pas suffisamment de gens qui sont expérimentés. Donc, si IRCAD vient, il faudra qu'on amène des gens de l'extérieur, des experts, pour le training. Et le training va se faire sur le cochon. Les animaux. Les animaux. Ça va se faire sur les animaux. Mais en même temps, nous, on aura développé quelque chose au niveau de l'hôpital. Donc, on fait la mini-invasive chez l'humain. Et je voudrais que, au moment où IRCAD va commencer, qu'on ait des médecins rwandais capables de travailler avec les experts qui viennent de l'extérieur et non pas trouver au Rwanda un terrain vierge où il n'y a que des experts qui viennent pour la formation, alors que nous, on est déjà en arrière. Donc tout le monde sera au stade d'étudiants. Mais nous voulons avoir des gens plutôt, des formateurs rwandais qui auraient été formés par un mini-invasif, par le programme ARES. Et donc ils ont dit, mais c'est vraiment une très bonne chose. C'est pertinent. Et ça a commencé comme ça. Et donc, ARES d'un côté, IRCAD de l'autre. L'IRCAD, maintenant, les bâtiments vont finir et ils vont commencer. Et maintenant, je pense que de notre côté, nous avons déjà un pool de médecins qui seront des formateurs au niveau de IRCAD, qui auront été formés avec le projet ARES, Miss Rwanda. Et en même temps, il y aura des experts qui viennent, mais ils vont travailler avec nos experts rwandais. Et la preuve, c'est que maintenant, en urologie, par exemple, nous avons le docteur Emmanuel qui va à Douala pour des missions et d'enseignement. Comme formateur. Comme formateur en chirurgie laparoscopique
urologie. Parce qu'il sait faire la chirurgie laparoscopique, il fait des néphrectomies, il fait des pyéloplasties, il fait des varicocèles, il fait des hernies. Donc en urologie, il sait faire pas mal de choses en MAS et ça marche très bien. Maintenant, il devient expert grâce au programme Miss Rwanda. Et donc, là, ça marche très bien. Et nous avons maintenant des médecins spécialistes en gynécologie, en chirurgie viscérale, donc en chirurgie digestive, et en urologie. Donc, ça, c'est grâce au programme Miss Rwanda qui a pu former, qui a pu aider à former des spécialistes en chirurgie laparoscopique. Et donc, maintenant, nous avons un pôle de médecins qui viennent un peu partout dans le pays, donc que ce soit dans les autres hôpitaux universitaires, que ce soit de CHUB, King Faisal, et Rwanda Military Hospital, et d'autres hôpitaux de province. Donc nous avons au moins maintenant une vingtaine ou 25 médecins qui sont formés. Donc à chaque mois, il y a une semaine de formation en chirurgie mini-évasive. Et tout ça, ça se fait, c'est organisé ici au CHUK. Et quand le programme IRCAD va commencer, donc nous avons déjà nos médecins qui sont dans le programme IRCAD et qui seront des formateurs avec les autres spécialistes, donc les autres experts qui vont venir d'Afrique ou d'Europe et qui vont travailler donc dans IRCAD, dans ce centre africain de formation. Et au moins, dans ce centre de formation donc d'IRCAD Africa, nous aurons des Rwandais qui vont travailler là-bas et qui vont travailler avec les experts qui vont venir. D'ici 4 ans, nous allons nous déplacer. Donc, l'hôpital universitaire du CHUK, comme il est vieux, comme je vous l'ai dit, nous devons aller au site où IRCAD se trouve. Il y a à côté un hôpital universitaire qui est en train d'être construit. Maintenant, le chantier est déjà installé, ce qui fait que d'ici 4 ans, nous pourrons déménager et aller à côté de IRCAD. Et en même temps, cette complémentarité va avoir le jour réellement. Donc, il y a IRCAD qui travaille sur l'animal. À côté, il y a l'hôpital universitaire qui travaille sur l'humain. On va donc les étudiants pourront travailler sur l'animal en même temps et aller au niveau de l'hôpital pour pratiquer sur l'humain. Donc, avec les experts. Donc, cela, ça se complète, cette complémentarité que j'avais prédit. Donc, verra au jour à ce moment-là, ou bien il a déjà vu au jour. Et donc, ça marche très bien. Donc, je pense que le programme ARES a donné ses fruits avec le professeur Jacob, que vraiment je remercie beaucoup. C'est le grand champion et je pense que vraiment il mérite cela. Et ce qu'il a initié aura donné de très bons fruits après 5 ans du projet. La transition est en train de se faire avec le programme du ministère de la Santé HRH. Donc, c'est un programme de développement des ressources humaines au Rwanda. Maintenant, ils ont pris la relève maintenant. Et comme vous voyez, il y a des experts qui viennent et qui étaient, où la logistique était organisée par ARES. Mais maintenant, cette logistique est organisée par le ministère de la Santé à travers le HRH, le développement des ressources humaines.
et pour la formation des spécialistes au Rwanda, avec l'Université du Rwanda. Et donc cela, c'est en train de se faire. Donc on a shifté de ARES. Maintenant, le ministère de la Santé a pris la chose en main. Donc, il finance, il organise les déplacements des spécialistes et des experts à partir d'Europe, à partir de l'Afrique, des autres pays où c'est avancé. Donc, des experts partout d'où ils viennent. Et donc, ils viennent au Rwanda et pris en charge par le gouvernement. Et ils vont donc travailler. Donc, il n'y a pas que maintenant la mini-invasive, mais dans un cadre global de formation des spécialistes sur place à l'Université du Rwanda. Donc ça, c'est un cadre global, mais le MAS est inclus dedans. Et donc, ça marche très bien. Comme vous le voyez, donc, il y a le professeur Augustin, il y a Dada Messi, il y a beaucoup de gens qui viennent, Ginou et d'autres, Isidore, donc tout. Et oui. Et donc, ils viennent. Et donc, dans ce cadre-là, et le financement, maintenant, il est donné par le gouvernement rwandais à travers le ministère de la Santé. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien qui va nous permettre d'avancer dans la qualité des soins que nous prodiguons à la population rwandaise. Et, pourquoi pas, à d'autres populations qui viennent des pays limitrophes ou même, comme IRCAD va commencer, et même maintenant, ils peuvent venir d'autres pays africains. Cela, je pense que ça peut être fait, mais c'est, en premier lieu, c'est que d'abord que ce programme existe. Il faut que le service existe dans un hôpital comme le centre hospitalier universitaire de Kigali et les autres centres universitaires qui sont dans le pays, que ce soit à Butare, que ce soit le CHUB, donc que ce soit à Rwanda Military Hospital et que ce soit à Roi Faisal. Et cela, et comme il y a des gens qui sont formés, et donc ce service va exister et il existe déjà. Et donc cela, je pense que d'abord il faut qu'il y ait l'existence du service. Et l'existence du service, ça signifie qu'il y a des gens capables de le faire. Donc un staff formé, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières, que ce soit des anesthésistes, que ce soit des techniciens anesthésistes. Et donc, il faut un staff qualifié pour le faire et il faut aussi l'équipement qu'il faut pour faire la chirurgie mini-invasive. Une fois que cela est sur place, je pense qu'il y a une autre donnée, un paramètre très important aussi, qui doit être mis sur place, et il est déjà sur place, et c'est la façon dont les gens viennent. Les gens viennent, que ce soit du pays, que ce soit de l'extérieur, et la façon dont vous organisez leur accueil en général, parce que c'est un hôpital universitaire qui doit donner des soins de qualité. Et pour donner des soins de qualité, il faut que les gens vont au-delà de la chirurgie. Donc, vous avez parlé de tourisme médical humain. Je pense que quand on parle d'humain, donc humanity, c'est quelque chose de... On n'acquiert pas ça à l'école. C'est quelque chose qu'on apprend, soit vous aimez ce que vous êtes en train de faire et vous devez développer en vous une autre attitude qui est plus importante et des valeurs qui doivent permettre
à celui qui vient vous voir, trouve en vous quelqu'un à qui il doit se confier. Donc ces valeurs, c'est très important. D'abord, la façon dont vous accueillez le patient, la façon dont le service est organisé, la façon dont le management prend les choses à main et qu'il travaille donc en équipe. Donc il faut travailler en équipe de façon que si quelqu'un vient, il est entouré par tout le monde qui est dans le service. Et cela, je pense que c'est ce qu'il faut développer et c'est déjà là. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite de voir dans toutes les formations de santé sanitaire. Et pour attirer les gens, il faut qu'on ait mis en place, il faut que le patient vienne et qu'il trouve tout ce contexte, cet environnement sur place et ça va lui faire confiance et en même temps, il va devenir un ambassadeur pour dire aux autres, là-bas, j'ai trouvé qu'on donne un bon service et il faut y aller si vous avez des problèmes. Donc, c'est comme ça qu'il faut développer. Tout cela doit être développé dans le cadre du leadership, du management et de l'environnement et de créer donc un environnement propice à satisfaire ceux qui viennent demander des services de soins de santé dans notre service. Donc c'est comme ça que je l'entends, c'est mon point de vue, peut-être il est personnel, quelqu'un d'autre peut avoir son point de vue aussi, mais le mien, c'est celui-là. Pour réussir la prestation, une bonne prestation des soins à la personne, aux malades qui viennent vous voir, non pas seulement dans la chirurgie laparoscopique, mais dans la prestation générale des soins à la population qui viennent, qu'ils soient du pays ou qu'ils soient des pays extérieurs. Moi, je pense que c'est non pas seulement cette personne qui est venue, parce qu'elle n'est pas seule, il y a d'autres qui viennent de l'extérieur, mais aussi pour tous les malades qui viennent nous voir. Je suis chirurgien urologue, j'ai des étudiants avec qui je travaille et que je forme, et à chaque fois que j'ai l'occasion, je leur dis, écoutez, vous connaissez, vous avez la matière, vous avez lu, mais aussi il faut développer en vous quelque chose de très important qui est les valeurs. Des choses importantes, c'est les valeurs que vous devez, l'attitude que vous devez adopter vis-à-vis de vos patients. Alors, si un patient vient me voir et que je dois le programmer pour l'opération, donc je dois le visiter, je dois aller le voir là où il est, la veille de l'opération, le jour de l'opération, il est avec moi. Après l'opération aussi, je dois le visiter en post-opératoire. Ça aussi, c'est très important parce que ça crée justement cette relation qui est très importante entre le malade et le médecin. Si vous n'avez pas développé ça, vous ne faites pas carrière. Et très souvent, je dis à mes confrères étudiants, donc je leur dis, écoutez, ce que vous devez faire, c'est de ne pas chercher trop à avoir de l'argent. Et vous savez, quand on vient de terminer, on a beaucoup de besoins, on a besoin de ceci, de ça, de ça. On doit aller chercher l'argent dans les cliniques privées, et en même temps on travaille à l'hôpital. Mais vous ne faites pas de nom. La première chose, c'est de faire un nom. Quand vous avez fait votre nom, des choses viendront d'office. Vous avez les patients qui vous connaissent, ils vous poursuivront partout où vous allez. Ça, c'est certain.
Et donc, si vous n'avez pas créé cela, vous ne ferez pas carrière parce que vous n'avez pas de nom. Il faut d'abord développer un nom. Et puis après, le reste va venir de soi. Donc, sans trop de difficultés. Sinon, vous risquez de vous casser en cours de route et vous ne laissez rien. Vous ne laissez rien. Vous avez couru, mais vous n'avez rien laissé derrière vous. Donc, faites un nom d'abord, vous faites carrière, et puis le reste va venir de soi. Alors, si on revient au patient qui est venu de l'extérieur. Bon. Et je l'ai su par le médecin qui était en train de soigner parce qu'il venait du même pays que lui. Alors, je lui ai dit, écoutez, mais je vais lui rendre visite. Comme ça, de façon spontanée. Je suis allé, je l'ai trouvé, on a bavardé, on a causé. Et puis, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous n'avez pas besoin de quelque chose? Eh bien, il était arrivé à l'hôtel, et puis maintenant il est à l'hôpital. Comment j'ai dit, directement, je me suis dit, comment est-ce qu'il va pouvoir se nourrir? Alors, je lui ai posé la question. Il me dit, ma soeur va trouver quelque chose à l'extérieur, à l'hôtel, ou bon, je lui ai dit, mais ici, il y a une cantine. On peut leur dire de venir. Vous faites votre commande en fonction du menu qui vous va bien, que vous choisissez, et le matin, à midi et le soir. Et donc, on va donner ça, et puis après, vous allez payer quand vous allez sortir. C'était comme ça. Et puis, je suis rentré. Et puis, la veille de l'opération, je passais à l'hôpital, j'étais en train de voir un malade que j'avais opéré. Et puis je me suis dit, il faut que je passe voir l'autre, là, pourquoi pas. Et lui demander comment ça marche. Est-ce qu'il est confortable? Est-ce que tout va très bien? Je suis passé, il m'a dit, quand je suis arrivé, j'ai trouvé il était avec le technicien anesthésiste pour la préparation pré-anesthésique. Et alors je l'ai salué, on a bavardé un peu, et puis je suis reparti. Voilà. Mais après, donc, il a dit que... Même au moment où j'étais là, il a dit, mais écoutez, ici, à l'hôpital, là, mais il y a vraiment beaucoup de paperasse à remplir. Alors, je lui ai dit, mais c'est comme ça. Et dans un hôpital, il faut tout documenter. On doit tout écrire. On va même vous faire signer le consentement si ça n'a pas encore été fait, que ce soit pour le médecin qui va vous faire l'opération, et même que ce soit l'anesthésiste qui va vous donner de l'anesthésie, vous devez signer que vous acceptez ce qu'ils vont faire, l'acte. Il a dit, mais c'est très bien. Je ne dis pas que je mets un challenge sur la quantité de papier que vous devez remplir, mais ça me rassure. C'est ce qu'il a dit. Wow. Ça me rassure. Wow. Alors je lui ai dit, mais c'est comme ça qu'on le fait, pour tout le monde. Donc, il était content de voir qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui l'aident. Et souvent, quand je vois les gens, et quand je passe dans les chambres d'hospitalisation, il y a des gens qui me disent « Mais ça va, c'est bon, on est bien. » Mais aussi, quand ça ne va pas aussi, on me téléphone. Parce que mon téléphone se trouve sur le devant du bureau de ma secrétaire. Donc tout le monde peut vous appeler. Et donc tout le monde peut m'appeler. Mon téléphone est ouvert 24/24. Et souvent, je vois quelqu'un, il me dit « Ah, j'appelle de ceci, d'un district quelque part, donc à 300 km, à 350 km. » Et il me dit « J'ai eu des difficultés de voir un médecin, d'avoir un rendez-vous. » Un rendez-vous. Alors j'ai dit, mais écoutez, mais s'il y a un problème, passez demain ou après-demain. Et puis quand vous arrivez à l'hôpital, vous m'appelez. Bon, je vais vous
vous aider à voir le médecin et organiser comment on peut vous faciliter les choses. Donc, ça ne veut pas dire que tout vraiment, c'est à 100%, c'est toujours un progrès qu'on doit faire dans la façon d'accueillir les patients, surtout quand on a beaucoup de patients comme ça et des longues listes d'attente. C'est sûr que les gens vont dire, mais écoutez, il faut m'aider, il faut ceci. Et donc, tout ça, il faut savoir gérer tout ça. Et on essaye. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va dire du bien, mais on m'a donné un bon service de qualité à 100%. Ça n'existait pas. Le 100% n'existait pas. Mais on fait des progrès. On peut passer de 50 à 60, à 80, à 85, à 90%. Et donc, tout ça... Des challenges. Oui, il y a des challenges. Coûter cher, c'est un peu relatif. Peut-être je vais commencer par ce qui se fait au pays, comment c'est organisé pour ce qui concerne le paiement des soins. Il faut dire qu'au Rwanda, nous avons donc une assurance communautaire qui couvre autour de 85% de la population. Les 15%, c'est les gens, soit des fonctionnaires de l'État. Ils ont une assurance à part. Il y a les militaires, ils ont aussi une assurance. Et il y a d'autres assurances privées dans le pays, mais qui couvrent donc 15% qui restent. Alors les 85% en fait de la population, c'est là où on doit se focaliser en premier lieu. Parce que 85% de la population, c'est les gens qui n'en gagnent pas beaucoup d'argent et qui doivent payer les soins de santé. Alors le gouvernement rwandais a mis en place cette assurance communautaire où chaque individu doit payer 3 000 francs par an. Par an. Donc ça veut dire $3 par an. Et il obtient tous les soins à travers un système de référence à partir du centre de santé, hôpital de district, hôpital de référence et hôpital universitaire. Donc c'est comme ça qu'il doit passer à travers ce chemin. Il ne peut pas faire un jumping du centre de santé à l'hôpital universitaire s'il n'a pas de référence. Donc, cela va permettre de mieux gérer cette assurance communautaire. Sinon, on va dépenser beaucoup d'argent pour des maladies qui ne devraient pas être traitées au centre universitaire, mais qui devraient être traitées plutôt au district. Donc, on organise ça comme ça pour éviter ce genre de malfaçon de faire. Et ça aide tout le monde à avoir un accès aux soins. Et les soins qu'il va recevoir à l'hôpital universitaire avec son assurance communautaire, c'est les mêmes qu'il va recevoir que l'autre qui a une autre assurance reçoit au même endroit, donc à l'hôpital universitaire. Donc avec les mêmes spécialistes, avec les mêmes spécialités, avec les mêmes investigations et les mêmes soins, donc que ce soit la chirurgie, même plateau technique. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans la couverture de cette population de 85 qui bénéficie d'une assurance communautaire. Alors, pour les autres, donc, maintenant, les assurances qui travaillent dans le pays, il y a des tarifs qui sont mis en place. Donc, il y a un tarif pour les gens qui ont cette mutuelle de santé. Il y a un tarif pour ceux qui ont d'autres assurances. Et ces tarifs sont négociés entre les assureurs, les institutions et le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui est l'intermédiaire entre les institutions et les assurances. Donc, il y a des actes, des procédures, il y a des tarifs, et donc ces tarifs doivent être respectés. Que ce soit dans le public, il y a donc les tarifs pour le public et les tarifs pour les cliniques privées. C'est comme ça qu'on va trouver que, par exemple, à Roi Faisal, qui est un hôpital privé, les tarifs sont plus chers, sont plus hauts,
que dans les hôpitaux universitaires publics et les autres hôpitaux publics. Et les cliniques privées qui sont dans le pays. Là aussi, ils ont leurs tarifs. Et donc, si quelqu'un vient au centre hospitalier universitaire, qu'il vienne de l'extérieur ou pas, donc celui qui est à l'intérieur, donc dans le pays, il passe à travers les différentes assurances, que ce soit la communautaire et que ce soit les autres assurances, surtout pour les fonctionnaires, les militaires et les autres assurances donc, qui sont sur place. Et donc, il y a des tarifs qui sont là. Et le privé aussi qui vient sans assurance, il y a un tarif qui est approprié. Mais ce n'est pas un tarif qui est vraiment... la différence n'est pas très grande. Par exemple, si une opération qui coûte pour la mutuelle de santé 20 000 francs, vous allez trouver que le privé, donc quelqu'un qui vient sans assurance, lui, il va payer peut-être 4 fois plus ou 5 fois plus. Mais si c'est 20 000 francs, s'il paye 5 fois plus, c'est 100 000 francs, pas plus. Et donc, vous comprenez que s'il vient, qu'il n'a pas d'assurance, il va payer peut-être 3 à 4 fois plus que celui qui a une mutuelle de santé ou bien 2 fois plus que celui qui a une autre assurance. Et donc, cela nous permet de travailler, pas de façon confortable, parce que généralement, ça coûte cher et quelquefois, on travaille à perte. Mais pour les soins, pour le moment, pour le public, c'est comme ça qu'ils sont construits. Et donc, ce n'est pas vraiment trop cher. Ce n'est pas trop cher dans les hôpitaux publics, sauf à Roi Faisal où vous pouvez trouver que c'est un peu cher. C'est cher, vraiment c'est cher. Mais dans les hôpitaux publics, ce n'est pas cher. Voilà. Donc, pour le même service, et donc, on paye peut-être moins cher, donc 3 ou 4 fois moins cher, ou 5 fois moins cher, ou même parfois 10 fois moins cher que dans les hôpitaux publics, privés. Voilà. Je pense que aller se faire soigner en Europe pour un service qu'on peut avoir en Afrique, je pense que ça ne vaut pas la peine. Si le plateau technique existe, si l'expertise existe, et si... bon, c'est surtout le plateau technique et le service. Si les deux sont là, il n'y a pas de raison d'aller en Europe, parce que surtout avec les coûts de transport, parce que quitter ici ou le Cameroun pour aller en Europe et par rapport au Rwanda, ou alors un autre pays, Centrafrique, ou bien alors Brazzaville, je pense que le coût du transport doit être pris en considération. Et aussi, le coût des soins en Europe, c'est trop cher. Et tant que le plateau technique existe, tant que le personnel, l'expertise existe, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher les soins en Europe ou aux États-Unis. Je pense que si vraiment les deux existent dans un établissement de soins où il y a cette qualité, ces valeurs, ces attitudes, cet environnement, et qu'il y a vraiment le plateau technique et l'expertise, je pense que le mieux serait de se faire soigner chez soi que d'aller en Europe ou aux États-Unis. Vous venez, vous avez les soins, vous êtes avec votre famille et puis après, bon, vous bénéficiez aussi de ce tourisme, de voir ce qu'il y a au Rwanda et puis vous rentrez avec quelques souvenirs, comme le café du Rwanda, le thé.
Je pense que les deux premières choses existent déjà. La volonté politique existe, ça c'est sûr. Parce que s'il n'y a pas de planification, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de stratégie, là, ça ne peut pas marcher. Or, la volonté politique est là. Donc, les stratégies sont là. La vision est là. Et donc, la planification aussi est là. Parce qu'on planifie. Maintenant, on est en train de voir 2020 est terminé. On est en train de voir 2030, mais aussi 2050. Donc, tout ça, c'est une vision qu'on est en train de développer et qu'on a développé depuis plusieurs années. Dans le cadre de développer les ressources humaines qualifiées. Et dans tous les domaines. Ce n'est pas au niveau santé. Santé, ça veut dire médecins, spécialistes, généralistes, infirmières, midwives, paramédics, etc., etc. Mais dans tous les domaines. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les... Donc, dans tous les domaines du pays. Et donc ça, cette volonté politique qui met en place des politiques, des stratégies, des visions, et puis je pense que cela existe déjà. On a développé ça, on a des stratégies, on a développé des goals. Il y a certaines targets qui ont été déjà accomplis pour le Rwanda, mais il y en a d'autres qu'on développe. Là où il y a encore des insuffisances, on voit comment il faut faire des improvements. Et les ressources humaines, on est en plein dedans. Alors, l'argent, ça reste un challenge. C'est l'argent, on ne peut pas dire, moi je vais avoir de l'argent facilement, mais il faut développer des partenariats, ce qu'on appelle le partnership. Des partenariats. Les partenariats, c'est à travers ça qu'on doit trouver l'argent. Si vous ne faites pas un partenariat, vous n'arrivez pas à grand-chose. Parce qu'on ne peut pas travailler de façon isolée. On travaille dans un contexte, de façon globale. Parce que la globalisation, c'est quelque chose qui existe, qui existera. On ne va pas sortir de ce processus de globalisation. Mais globalisation, il faut savoir comment il faut y aller et comment il faut agir. Il faut être stratège. Ça, c'est très important. Et si vous allez développer ce partenariat avec les gens avec qui vous collaborez, parce que c'est finalement le win-win. C'est le win-win. Et donc, de cette façon-là, l'argent va venir dans ce cadre de partenariat pour développer ces politiques, pour développer ces ressources humaines. Il faut passer à travers cela. C'est incontournable. Donc, c'est ça. Et ce que l'OMS dit, je pense que chaque pays doit entrer dedans, mais avec des stratégies, avec des politiques, avec des visions, avec des développements, et surtout savoir faire le monitorage, le monitoring et l'évaluation progressive. Parce que si vous ne faites pas ça, vous avez développé des stratégies ou alors des politiques, mais l'implémentation, si vous ne faites pas un bon monitoring, une bonne évaluation de la qualité, donc là, ça ne peut pas marcher. Donc il faut vraiment être stratège et assurer cette qualité. Et je pense que le troisième axe argent doit passer par ce partenariat. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Bravo.